Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. La marque Salomon annonce de nouveaux objectifs en matière de développement durable. Le leader mondial du secteur des sports d'hiver veut devenir une référence. On en parlera avec Marie-Laure Piednoir en charge de ces questions chez Salomon. Que reste-t-il des 150 propositions de la Convention citoyenne pour le climat? Les Français qui ont participé ont-ils raison d'être aussi critiques vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de son gouvernement? Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, vous découvrirez Céline Gauthier et son design végétal. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Marie-Laure Piednoir, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable du développement durable chez Salomon. La marque qui existe depuis 1947 vient de prendre de nouveaux engagements en matière d'impact environnemental, de réduction de cet impact. Vous pouvez déjà nous les présenter d'une manière générale et puis ensuite on rentrera dans le détail. Oui, alors Salomon a une démarche de développement durable qu'on a nommée le Play Minded. En résonance avec notre positionnement de marque en 2016 qui est Time to Play. Et la réflexion autour du Play Minded, ça a été de se dire finalement quelle place on prend dans la société, comment on amène les gens à jouer dehors de manière responsable. Et donc toute la réflexion est partie de là. Et aussi le fait qu'en tant que leader de l'industrie sur les skis et le trail, on a aussi une responsabilité à prendre. Et on a donc défini à l'époque une stratégie de développement durable en 4 piliers autour de l'environnement, donc le playground, les playmakers qui sont nos employés, mais aussi tous ceux qui travaillent dans la supply chain pour nous accompagner, les toys, les produits bien évidemment, et pour finir les players, qui sont tous nos athlètes, toute la communauté d'enthousiastes de l'outdoor. Et ces 4 piliers ont défini la feuille de route globale de nos engagements de développement durable. Oui, avec un double engagement, baisse des émissions carbone de 30% d'ici à 2030 et économie circulaire sur tous les nouveaux produits d'ici 2030. Et justement, ce qui moi m'intéresse beaucoup, c'est que c'est pas si simple. C'est-à-dire notamment sur des produits, prenons des skis. Pourquoi c'est compliqué de remplir ces objectifs en matière de développement durable et donc de répondre aux aspirations de cette communauté dont vous parliez? Alors, ce qui est très difficile, c'est qu'on a des contraintes d'industrie traditionnelle qui fonctionnaient avec des modes de fonctionnement conventionnels, des matières conventionnelles, et donc passer aux matières, aux processus qui sont plus environnementalement performants, c'est d'une quelque sorte compliqué. Ça prend du temps, c'est de la R&D. Donc le ski, le fameux ski Nordic E-Skin qu'on vient de sortir, qui contient 45% de bouteilles recyclées dans le noyau, c'est une performance parce qu'on a mis 3 ans à développer ça en recherche et développement. Donc ça veut dire que c'est des bouteilles plastiques recyclées, oui. La matière première de base, enfin 45% de la matière première de base, elle se situe où dans le ski? Il se situe où ce plastique recyclé? Alors il est vraiment dans le noyau du ski. Et il assure donc la performance du ski. Mais en même temps, on a cherché aussi un compromis de légèreté. Et c'est vrai que des matières recyclées plastiques, c'était plus léger que les matériaux qu'on utilisait avant. Mais après, tout le travail, enfin, je veux dire, le diable se cache dans les détails. Tout le travail, ça a été vraiment d'arriver à obtenir ce même niveau de performance qu'on avait avant sur ce même type de ski et de les retrouver avec des matériaux plus durables. Est-ce que, on parlait de communauté tout à l'heure, est-ce que pour être efficace, finalement, Salomon est le leader des matériels sport d'hiver et trail, vous le disiez, mais est-ce qu'il faut que tout le secteur s'y mette d'une certaine façon? Oui, vraiment, oui, c'est le mot-clé en ce moment pour avancer dans le développement durable, c'est le collectif. Et le collectif, c'est dans l'ADN de Salomon. On a toujours été communautaire, on a construit notre communauté, on s'est construit vis-à-vis d'une communauté. Mais pour le développement durable, il faut absolument avoir une vision collective, que ce soit pour le travail commun auprès de nos fournisseurs, qui sont quand même des fournisseurs communs dans l'industrie du ski ou de l'outdoor. Que ça soit aussi, si on prend l'autre côté du problème de l'économie circulaire dans tout ce qui est système de recyclage. C'est évidemment pas des choses qu'on peut faire tout seul, c'est tout un écosystème qui doit basculer, qui doit se construire
Ça suppose un dialogue avec vos concurrents aussi, c'est ça qui peut sembler surprenant mais qui est intéressant. Oui, effectivement, nos concurrents sont nos amis puisque, comme je le disais, on a vraiment une démarche communautaire chez Salomon. L'idée, c'est vraiment de collectivement pousser le monde de l'outdoor, notamment sur les sujets de développement durable. On est notamment cofondateur de ce qu'on peut appeler la Fédération française de l'outdoor, qui s'appelle la Outdoor Sports Valley, qui est basée à Annecy et qui réunit tous nos concurrents, mais avec qui on travaille sur les sujets de développement durable de manière régulière. Alors là, vous sortez un ski nordique. J'imagine que ce que vous venez de réaliser avec ce modèle, ce produit, vous cherchez à le dupliquer sur d'autres. Est-ce que c'est plus compliqué, par exemple, question de Béotien, de sortir un ski de vitesse à base de plastique recyclé ou de matériaux recyclés ? C'est le même type de difficulté. Après, il y a des spécificités qui vont être liées à la performance qu'on veut atteindre. Ce qui est très différent, c'est chez Salomon, ça va être comment on adresse le sujet de développement durable dans notre business unit ski et comment on le traite dans la business unit footwear. Alors, footwear, chaussures en français. Par exemple, on sort en ce moment l'Index One, qui est notre chaussure recyclable. Donc, pour nous, c'est aussi une très grosse avancée. Et là, on est allé travailler d'autres thématiques, quand même toujours autour des matières. Et on a ce que je disais tout à l'heure, sur l'Index One, notamment toute la question de la recyclabilité. Comment on assure le système de recyclage ? Le recyclage et la durabilité des produits, est-ce qu'il y a aussi une volonté, alors peut-être qu'elle existait avant, mais de lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée ? Tout à fait. Alors, en plus, on va dire, les produits qu'on développe, c'est des produits auxquels les gens s'attachent. Parce que quand on est dans l'outdoor, quand on joue dans l'outdoor, on s'attache aux expériences qu'on vit avec ses skis, avec son sac à dos, avec ses chaussures. Et effectivement, c'est important la durabilité des produits. Après, on a aussi des typologies de produits qui sont que, par exemple, toujours dans la chaussure, on a des chaussures de trail qui vont s'user beaucoup plus vite. On va les changer au bout de 1000 km pour éviter après d'avoir des problèmes physiologiques liés à l'amortissement. Là où un ski, on peut le garder beaucoup plus longtemps. Donc forcément, on va travailler plutôt la recyclabilité d'abord sur une chaussure et plutôt la durabilité sur un ski. Vous parliez du recyclage. Côté emballage, vous faites quoi pour réduire l'impact de Salomon en matière d'emballage ? Alors sur l'emballage, on a fait un gros travail. Alors là, c'est vraiment comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un travail de fourmi. Il y a vraiment une analyse très fine à faire par catégorie d'emballage et c'est vraiment du travail laborieux mais hyper important. Sur les chaussures, on est passé à des boîtes en carton 100% FSC certifiées. On a aussi commencé à retirer tout ce qui est rembourrage, vous savez, dans les chaussures qui finalement du papier inutile. Ça ne servait pas à grand-chose. Voilà. Ouais. On a fait aussi une grosse passe sur toute la partie ski, sur tout ce qu'on appelle les polybags, ces sacs plastiques à usage unique qu'on retrouve quand on commande un vêtement en ligne ou quand on achète des chaussures. Quand il y a une boîte en carton, c'est évident qu'on enlève le sac en plastique si on peut, si ça ne génère pas après de la non-qualité dans le transport. Il y a vraiment des choses très faciles à faire qui sont, on va dire, c'est d'abord réduire les emballages, le suremballage, tout cet emballage qui n'était pas nécessaire et qui permet de réduire très immédiatement les emballages. Et après, il y a les pistes d'après, c'est vraiment supprimer, par exemple, les polybags, supprimer les boîtes en carton. Ça, c'est des sujets un peu plus long terme auxquels on commence à réfléchir. Donc vous commencez à réfléchir à ça veut dire que c'est possible ? Alors, c'est un gros challenge parce qu'après, on doit vraiment encore plus mailler le travail de manière systémique avec la logistique, avec nos fournisseurs, parce qu'après, c'est des questionnements vraiment sur toute la chaîne d'approvisionnement, par exemple de la chaussure qui sort de l'usine de production de notre fournisseur clé et qui après va être transportée et va arriver en boutique ou d'abord en entrepôt logistique. Et sur votre propre consommation d'énergie, il y a évidemment des usines Salomon. Là aussi, voilà, il y a une volonté de réduire sa consommation. Je crois que vous avez une usine en Autriche, à Altenmarkt, qui est un peu un modèle à suivre. Pourquoi ? Oui, alors l'usine d'Altenmarkt, c'est notre usine de ski alpin.
et qui est engagé depuis un certain nombre d'années dans une exemplarité environnementale et notamment énergétique. Donc maintenant, depuis un certain temps, ils sont passés à 100% d'énergie renouvelable. Ils ont une chaudière à base de biomasse. Ils ont aussi, alors pas sur le volet énergie, alimentation électrique, ils ont aussi développer tout un système extrêmement efficace de gestion des déchets. Par exemple, les chutes des chaussures de ski en production sont réutilisées, etc., etc. Et ça, vous réussissez à le dupliquer dans d'autres usines ou c'est compliqué là aussi? Alors, ce qu'il y a, c'est que Altenmarkt, c'est une usine dont on est propriétaire. Après, ce qui est un gros challenge pour nous, mais pour tous les acteurs de l'industrie, c'est d'aller après travailler avec les fournisseurs qu'on appelle de rang 1, de rang 2, pour qu'eux-mêmes, lorsqu'ils sont implantés dans des pays où les sources d'énergie sont très carbonées, puissent aussi passer à des énergies décarbonées. Donc là, c'est un énorme travail parce qu'il faut d'abord mesurer et après aller engager le dialogue. Et c'est là encore qu'on revient sur cette notion de commun, de collectif. C'est-à-dire que une usine qui fabrique nos skis, mais d'autres skis en même temps, il faut que tous les clients viennent discuter en commun avec le fournisseur en question pour travailler des solutions. Merci beaucoup, merci Marie-Laure Piano, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat consacré au bilan de la Convention citoyenne sur le climat et au jugement de ceux qui ont participé sur la loi climat et résilience. La loi climat et résilience arrive cette semaine devant le Parlement. L'occasion pour nous de faire un bilan de la Convention citoyenne avec Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonjour. Bonjour. Vice-président UDI de la région Île-de-France en charge de l'environnement, du développement durable et de l'aménagement. Et puis Jérôme Cohen, bonjour. Bonjour. Bienvenue, le président d'Engage, cofondateur également de la Convention 21, Convention des entreprises pour le climat et la biodiversité. On en dit un mot, tiens, vous êtes inspiré de la Convention citoyenne ? Absolument, oui, on s'est inspiré de la Convention citoyenne. On pense que les entreprises, elles aussi, elles doivent pouvoir s'emparer de ce sujet et faire émerger elles-mêmes des mesures, à la fois en interne pour changer, pour se transformer, et puis en externe vis-à-vis du pouvoir législatif. Et donc, c'est 150 entreprises qu'on va tirer au sort, et à l'intérieur de ces 150 entreprises, des représentants de 3 collèges, à la fois les dirigeants et les membres des CA, les salariés, et puis les investisseurs, les actionnaires, pour qu'elles-mêmes fassent émerger et créent les propres conditions de leur transformation. Donc ça, ce sera à partir de septembre prochain jusqu'à l'élection présidentielle, puisqu'on veut, après présenter ces mesures avec beaucoup de partenaires qu'on a agrégés déjà à la sphère économique, mais aussi à la sphère politique. Oui, et que les candidats s'engagent par rapport aux propositions que vous pouvez faire. Voilà, alors, exactement. On revient donc sur cette convention citoyenne. Les 150 citoyens qui ont participé aux travaux ont jugé sévèrement la loi proposée par le gouvernement, pas assez ambitieuse. Alors, il y a des moyennes, mais je n'ai pas trouvé la même moyenne en fonction des articles, mais c'est vraiment entre 2,5 et 3,5 sur 10, donc voilà, c'est vraiment une mauvaise note. Qu'est-ce que vous leur répondez, Jean-Philippe Dugouin-Clément? Est-ce que le Parlement, qui commence à examiner la loi, peut la renforcer, cette loi, d'après vous? Alors, elle va être énormément discutée. Je crois qu'il y a quelques 5000 amendements qui ont été déposés. Donc, on est sur un texte de loi, on le voit, tant au sein de la majorité que des différents groupes d'opposition, ça discute. Il va y avoir beaucoup de sujets dessus. Après, ce qui est terrible dedans, c'est que c'est un exercice qui est extrêmement déceptif, parce qu'on demande à 150 personnes de travailler pendant plusieurs mois sérieusement, de s'engager, de creuser des sujets, de faire des propositions. Et en bout de course, selon la façon dont on compte, le nombre de filtres qu'on met ou qu'on ne met pas, on se rend compte qu'il y avait 149 propositions, 3 jokers, donc on descend à 146, et le projet de loi 3C, globalement, reprend 46 propositions, et selon les comptages, on en a une dizaine qui sont repris quasiment sans filtre. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est déceptif, et je crois que l'erreur qui a été faite là-dessus, ça a été de la part du président de la République dès le départ, de dire on reprendra tout et je prends 3 jokers, plutôt que de dire faites-nous une base de travail sur laquelle on pourra co-construire, co-élaborer. Je vais citer d'ailleurs ce que Emmanuel Macron dit en avril 2019. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. Évidemment, c'est cette expression sans filtre, Jérôme Cohen, qui pose problème. C'était une promesse intenable ?
déjà, il ne fallait pas la tenir, ça c'est certain. Mais peut-être qu'avant de rentrer là-dedans, je pense que c'est quand même une expérience démocratique absolument majeure, fondamentale. Il y en a déjà eu en Irlande, par exemple, à l'heure où la démocratie représentative, à mes yeux, doit être enrichie. Et puis, ça montre aussi que les citoyens peuvent participer directement à la démocratie, je dirais, à condition qu'on leur donne un socle de connaissances qui a été remarquablement fait et un process d'apprentissage. Donc ça, c'est déjà majeur. Après, je pense que ce qui est dommageable... Oui, mais si c'est pour créer de la déception... Ça, évidemment, ça, je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est aussi une déception, je crois, par rapport à la réalité de la loi telle qu'elle sort. Puisqu'aujourd'hui, le Conseil national pour la transition écologique, le Haut Conseil sur le climat, le CESE critiquent la loi climat en disant qu'elle ne va pas assez loin. Moi, je trouve que le plus dommage, c'est que finalement, que c'est ce qui ressort. In fine, n'ira pas sur la promesse quand même qui était fondamentale de dire qu'on doit baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre sur la base de 1990 en 2030. C'est ça le plus grave, à mon avis. Mais c'est quoi alors ? C'est quoi les filtres finalement ? Parce que c'est quoi ? C'est le travail des lobbyistes, par exemple ? Et peut-être que les lobbyistes de l'industrie ont été plus puissants que ceux qui défendent l'environnement. De certaines industries. C'est un ensemble de pouvoirs, de contre-pouvoirs, de lobbying qui effectivement sont. Après, un lobby, c'est pas quelque chose de sale. Non, j'ai pas dit que c'était sale. Mais effectivement, on voit qu'il y a eu le travail des lobbies. On voit que dans un certain nombre de cas, il y a aussi des adaptations très concrètes aux réalités sur des questions notamment de calendrier. Mais c'est vrai que d'une manière générale, on rentre dans quelque chose qui est la mise en œuvre concrète d'un projet. Et quand on rentre dans la mise en œuvre concrète d'un projet, ça prend du temps. Et ce qui est absolument terrible, c'est la règle du jeu que vous fixez au départ. Et c'est quand la règle du jeu n'est pas respectée, vous créez de la déception. Et c'est de ne pas avoir dit très clairement au départ, on travaillera sur l'adaptation avec vous. On aurait très bien pu aller plus loin en associant la Convention climat à l'adaptation de la loi. Il y a peut-être aussi la notion de principe de... Allez-y. Je voudrais réagir sur la notion d'intérêt, de lobbying qui défendent des intérêts. Sauf qu'il me semble que les citoyens et la Convention pour le climat étaient plutôt représentatifs d'un lobbying d'intérêt général et qui se sont fait probablement contrer par un lobbying d'intérêt privé ou d'intérêt particulier. Donc je pense qu'on ne peut pas mettre sur un même niveau la défense de l'intérêt général, encore faut-il le définir extrêmement bien, ce qui est compliqué, et la défense de l'intérêt privé. Donc là, je crois quand même qu'il y a eu ce qui entraîne une déception. Je voudrais prendre un exemple et poser peut-être la question du principe de réalité. L'exemple, par exemple, de l'écocide. Les citoyens de la Convention souhaitaient que l'écocide soit reconnu comme un crime. Est-ce que c'était tout simplement impossible, d'après vous ? Je pense que moi, mon sentiment, c'est que c'était compliqué. Après, entre ce qui a été demandé et en faire un délit extrêmement séquencé, il y avait une marge. Moi, objectivement, le crime d'écocide, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est pas quelque chose auquel je suis favorable par nature. Mais ce qui est terrible, c'est de leur avoir dit... On le garde, ça sera sans filtre, et derrière, de mettre des filtres ou des conditionnalités. Encore une fois, toutes les mesures, on peut en discuter. Si on prend un autre exemple, c'est la question des consignes verts à 2023. 2023, on se rend compte, c'est dans 18 mois, on y est quasiment. Que techniquement, on ne soit pas en état d'adapter le système, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Donc c'est repoussé à 2025, oui, a priori. Mais encore une fois, ce qui est terrible dedans, c'est dès le départ, de ne pas avoir dit, voilà ce qui est faisable, et quand on adapte, eh bien limite, on en rediscute, on en reparle ensemble avec la Convention citoyenne, parce qu'on peut avoir une difficulté technique majeure, juridique sur tel ou tel sujet. Jérôme Cohen, sur l'écocide, par exemple. Alors, je ne sais pas si je me prendrais sur l'écocide, qui est une loi qui me paraît, je ne suis pas juriste, et c'est un sujet qui me paraît complexe et qui n'est peut-être pas représentatif de toutes les 146 lois. Mais c'est quand même pas inintéressant, parce que non, je dis pas que si on a laissé, je dis pas que c'est ça, mais si on a laissé à ces 150 citoyens la possibilité de croire ou d'imaginer que c'était possible en droit français de définir un crime d'écocide, alors qu'en fait ça l'est peut-être. D'ailleurs, ce qui est très difficilement, c'est une erreur. Je suis d'accord, mais ils ont été accompagnés par des juristes. Donc, justement. Donc c'était ça qui était aussi déceptif. Mais prenons une loi qui est plus simple. Prenons la loi de la rénovation thermique, par exemple, des bâtiments. Finalement, ils avaient voulu faire que cette rénovation soit obligatoire, et on arrive avec une loi qui, en 2028, pour seulement 7% des logements, c'est-à-dire les passoires thermiques, pour la location sera obligatoire. Donc évidemment, on voit. Et le problème, c'est si on avait 50 ans pour faire la transition écologique par rapport à un problème de dérèglement climatique ou de la chute de la biodiversité, on pourrait dire on progresse, on avance petit à petit, pourquoi pas ? Sauf que là,
les indicateurs disent qu'on n'a pas ce temps-là. Et donc ça montre aussi, je crois, un autre problème à l'heure où la démocratie et les politiques, une perte de confiance importante. Ça veut dire que ça montre, il me semble, que les politiques sont en fait en retard sur la société civile. Et c'est vrai que, vous n'êtes pas député, je crois. Non. Quand on discute un peu en off avec les députés, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, je suis désolé, Monsieur Cohen ou Jérôme, ça dépend, je ne suis pas assez connaisseur de la problématique climatique ou biodiversité aujourd'hui. Donc, en fait, on a formé des citoyens qui sont devenus, à mes yeux, plus connaisseurs que la majorité des députés ou des élus sur ces questions qui sont complexes, qui nécessitent d'avoir des mois d'apprentissage, ce qui a été extrêmement bien fait, je le dis encore une fois. Donc peut-être, c'est un peu provocateur, mais peut-être qu'il faut faire une convention pour les entreprises, mais aussi une convention pour les députés, politique pour les députés. Parce que les élus. Nous-mêmes, on n'a pas le niveau, on n'est pas connaisseurs sur ces sujets-là. Sur ce que vous dites, il y a un point sur lequel je veux revenir, en fait, c'est qu'on ne se donne pas les moyens. Ouais. Parce que quand on parle de la rénovation énergétique qui était imposée dans le cadre de la Convention, on sait que ça a un coût colossal. Et que si on ne l'accompagne pas financièrement, c'est insupportable pour les particuliers. Et donc, le pendant de ce dispositif de dire on impose la rénovation énergétique, c'est effectivement de mettre en place des aides. Et ça, c'est quelque chose qui coûte. Et le problème de fond, alors indépendamment, députés, connaisseurs, sachant, pas sachant, il y en a qui sont quand même. Non, mais il y en a qui sont très pointus, d'autres moins. Mais globalement, c'est que ça implique un coût. Beaucoup des mesures qui étaient proposées dans la Convention citoyenne pour être acceptables socialement nécessitaient un coût pour l'État. Et je pense qu'on est sur quelque chose où Bercy a mis le frein des cas de fer, parce que sinon, on recrée un phénomène, enfin on revient sur la taxe carbone, on revient sur les gilets jaunes, et donc le sujet, c'est quel coût d'accompagnement. Il me semble qu'aujourd'hui, le coût, on est prêt à dépenser pas mal d'argent aujourd'hui, j'ai l'impression. Et pour un sujet aussi majeur, je pense attendez, moi je vous rejoins, c'est quelque chose que je défends, mais on est dans un pays où le poids de Bercy est absolument colossal. Ou des administrations en général. Et puis, quand on prend la rénovation thermique, ça peut être aussi de faire émerger énormément d'emplois. Ça pourrait être un levier de croissance et d'emploi. Voilà. Encore faut-il avoir suffisamment de personnes que l'on forme. Donc ça revient à la politique de formation, à la politique d'investissement. Mais encore une fois, je pense que c'est absolument nécessaire. Est-ce qu'il y a une logique budgétaire dynamique là où elle est statique pour l'État ? Merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci. Tout de suite, une start-up à l'honneur, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la bonne idée du jour est celle de Céline Gauthier, designer végétal, chef de l'agence Sensiatis. Bonjour Céline Gauthier, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que la liaison est bonne ? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Bon, c'est parfait. Designer végétal, en quoi consiste votre métier ? Expliquez-moi. Oui, alors un petit peu comme le paysagiste, on va ramener de la nature, mais plutôt que d'installer dans un parc ou un jardin, on va s'adapter justement à la ville de plus en plus urbaine et minérale d'aujourd'hui. Donc on va créer des dispositifs, des structures de culture hors sol et on s'inspire bien sûr des écosystèmes de la nature pour le faire. Et donc, qui sont vos clients ? Ça peut être des particuliers, des entreprises ? Oui, tout à fait. En fait, ça peut toucher énormément de personnes différentes. Des entreprises qui veulent justement réaménager leur bureau et ramener un petit peu de nature, ce qui permet de travailler la concentration et éviter les turnovers. Ça peut être aussi des collectivités qui veulent mettre en place une dynamique de végétalisation de la ville en faisant participer les habitants, par exemple. Mais ça peut être aussi le particulier qui veut éventuellement réaménager son intérieur et se reconnecter à la nature. Et vous concevez des objets également. Quel type d'objets ? Alors ça peut être du contenant assez simple. Par exemple, j'en ai un juste ici. Donc par exemple le pot cocoon qui est un pot en tissu. Donc le petit défi c'est de trouver des solutions pour qu'on puisse arroser et ne pas en mettre partout bien sûr. Donc il y a toute une phase de recherche à la fois sur la forme mais au niveau technique également. Donc par exemple pour mettre au point un produit comme ça vous a pris combien de temps ? Ça demande énormément de recherche puisque par exemple la difficulté avec le tissu c'est qu'à partir du moment où on va faire une couture, forcément on va créer un trou dans le tissu et donc l'eau va s'infiltrer donc pour trouver la bonne forme l'idée c'était de mettre les coutures sur le dessus. J'ai vu sur votre site également que... Il y a eu 2 versions. Ah, je vous ai coupé la parole, j'entendais plus. J'ai vu sur votre site également que vous aviez créé un objet inspiré par les chats et les salles d'attente. Alors c'est très intriguant ça.
Oui, ça c'était plutôt une recherche, quand j'étais encore étudiante. L'idée c'était de ramener un apaisement, dans, ces espaces, assez neutres, et petits qui peuvent, créer un état de stress pour les personnes qui attendent et donc je me suis inspirée justement de toutes les études qu'il y a sur, la ronron-thérapie, et de ce côté, objet doudou qui vient nous rassurer et qu'on peut installer facilement donc, sur les dossiers des chaises pour les salles d'attente. Alors, je voudrais qu'on revienne sur vos clients entreprises, parce que vous l'avez un peu évoqué, mais la nature, remettre de la nature ou de la verdure dans les bureaux, ça a un impact en termes d'efficacité également? Ouh là, ça a coupé. Alors, je vous repose ma question. Vous l'avez évoqué rapidement, mais le fait de remettre de la verdure dans des bureaux, ça permet de gagner en efficacité? Ah oui, tout à fait. Travailler sur le bien-être, des employés, collaborateurs. D'ailleurs, il y a une démarche que je mets en place qui est justement cette approche participative sous forme, d'atelier. Donc on inclut toutes les personnes dans la conception, du dispositif qu'on va installer. Donc c'est pas seulement un élément tout fait et tout prêt, que l'on va plugger. En fait, tout le monde va pouvoir prendre sa place et pouvoir s'exprimer sur ce projet et ça permet aussi, prendre les devants sur les questions d'entretien des entreprises puisque c'est une vraie question et comme ça, puisque tout le monde aura participé à l'installation de ce dispositif, tout le monde va pouvoir aussi l'entretenir et prendre soin de soi puisque les quelques minutes qu'on va prendre pour regarder éventuellement si les plantes, se portent bien et en fait, c'est quelques minutes que l'on prend pour soi. Ça veut dire qu'on est dans une co-construction, une co-conception de l'espace végétal au sein de l'entreprise, c'est ça? Exactement. Et comment réagissent les salariés? Ils sont surpris, ils sont volontaires, ils sont demandeurs même? Oui, un petit peu des 3. Il y a de la surprise parce que, c'est pas tous les jours que forcément un designer vient dans leurs locaux et leur propose justement de participer à la conception et en même temps, c'est une bonne dynamique aussi, pour créer de la cohésion d'équipe, au sein, de l'entreprise et tout ce qui est question de stratégie RSE, aujourd'hui, il y a énormément d'employés qui veulent mettre en place des projets et c'est vraiment plus compliqué quand on n'est que quelques-uns, donc regrouper tout le monde dans cette dynamique, ça permet vraiment de créer une force. Merci beaucoup Céline Gauthier-Bonvent à votre agence Sensiatis et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je vous donne rendez-vous demain 9h, midi, 20h30. Ça c'est pour les box. Et puis sinon, évidemment, l'émission, elle est disponible sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous.